J'interviens sur deux points. La première partie, c'est l'utilisation de la 3D dans l'enseignement en général, et surtout on va faire une étude de cas sur l'anatomie humaine. Donc on a développé tout un tas de technologies, de contenus avec de la 3D. Qu'est-ce que ça implique dans l'enseignement? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça améliore? Et quels sont les usages? Comment on observe ça? Comment les étudiants utilisent ça? Depuis 5 ans qu'on produit du contenu 3D spécifique à l'anatomie. Et on a développé toute une ingénierie autour de ces objets-là, de la 3D. Donc des petits podcasts assez simples qui sont projetés en amphithéâtre, qui servent de support à l'enseignant. Donc là, avec une scénarisation bien spécifique pour montrer des choses. C'est souvent des vues de l'esprit, on construit des images mentales pour simplifier le propos, pour marquer les étudiants. Donc là, on a une chance, c'est que c'est comme la pâte à modeler numérique, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc on peut partir d'objets. Par exemple, si on veut construire une image mentale, une qui me revient en tête, une des premières qu'on a faites, c'est le bassin est une bassine. Donc on part d'une bassine et on découpe cette bassine virtuellement pour montrer comment il constitue un bassin. Mais pour aller un peu plus loin, donc il y a ces objets qui servent en amphi, donc pour montrer des choses, vraiment marquer les étudiants, leur montrer des choses, les simplifier, ou même montrer des choses qu'on ne peut pas voir dans la vraie vie. C'est pas facilement, par exemple, facilement observable. Les ligaments croisés internes dans les genoux, c'est super compliqué à voir en IRMN, des choses comme ça. Avec la 3D, on peut vraiment montrer des choses. À partir de ces objets 3D, de ces mailles 3D, on a la possibilité de produire plusieurs activités pédagogiques, donc quelque chose où on montre vraiment dans quelque chose d'assez transmissif. Ensuite, on peut mettre ça à disposition des contenus sur une plateforme qu'on peut séquencer, découper dans forme de quiz, de questionnaire. Ensuite, on peut aller encore un cran au-dessus dans l'interactivité. Ces mêmes mailles, on les dispose dans des fichiers PDF. Depuis Acrobat 8, le moteur Acrobat est capable de lire des objets en 3D. Le genou, il peut s'ouvrir, on peut regarder tourner autour du ligament croisé. S'il y a des rotations sur les chevilles notamment, que c'est des choses un peu compliquées. Et le dernier petite chose qu'on est en train de tester, qu'on a utilisé, c'est créer des podcasts où l'enseignant est plongé dans son environnement 3D. Il se balade autour de ses os, autour des petites scénettes qu'on a fait en 3D. Et là, il fait une description assez courte de 2-3 minutes de ce qu'il décrit en amphi pendant 1 heure ou 2. Et l'idée, c'est en amphi, je monte, je prends mon temps. Ensuite, je valide un petit peu tout ce que j'ai fait dans des questionnaires en ligne sur une plateforme. Je fais par moi-même dans des PDF. Et ensuite, pour réviser, j'ai ces petits podcasts que je peux lire sur mon iPhone, sur un smartphone ou sur mon PC avant de retourner en amphi ou pour l'examen final. Donc, on a tout un environnement. Et dernier test techno qu'on utilise autour de cette 3D, c'est tout ce qui tourne dans ce qu'on appelle la stéréoscopie, c'est la vision relief. Donc ces objets-là, on a déjà des écrans relief avec des lunettes qui permettent de voir en relief. Il y a plusieurs technologies. Et là, on vient d'investir dans un vidéoprojecteur relief et utiliser ces objets et voir ce que l'effet stéréoscopique apporte. Est-ce que ça diminue l'abstraction? Est-ce que les étudiants voient mieux la 3D ou pas? Les trois principales plus-values, à notre avis, après quelques années d'expérience, c'est déjà ça motive les étudiants. La 3D est plébiscitée à plus de 94% par l'ensemble des étudiants, sur plus de 500 étudiants qui ont répondu au questionnaire. C'est quelque chose qui simplifie l'accès à l'information parce qu'on peut scénariser. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, l'anatomie par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les os, les organes, les machins, les trucs, les bidules, enfin un peu partout. Donc ça simplifie un peu l'interaction. Et un troisième avantage, c'est pour l'enseignant. C'est beaucoup plus facile à expliquer le contenu, à montrer les choses. Ça c'est lié un peu aux deux. Comment c'est scénarisé? C'est les enseignants qui avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de montrer des choses. Ils arrivaient avec des squelettes, ils arrivaient avec des choses. Mais un squelette dans un amphithéâtre, à moins d'avoir une caméra et puis de montrer, de faire des zooms, c'est pas évident. Et puis le squelette il est déjà complexe. C'est pas simple, un squelette, c'est pas simplifié. Tandis que là, on part d'objets simples, comme une pâte à modeler, et on modélise jusqu'à arriver à la réalité. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est une lente maturation de la part des enseignants. Et la spécificité de notre équipe, c'est que nous, on est intégrés dans l'université. Donc les profs viennent nous voir sur le projet quand ils veulent. Et le projet, il n'est jamais fini. On construit ça au fur et à mesure, en interaction avec les étudiants. L'avenir, c'est la vision stéréo, c'est la réalité augmentée, c'est de pouvoir diffuser encore plus ces contenus dans différents publics. Le coût, c'est hors de prix.
Pour un établissement ou pour un prof, c'est pas possible. Et là, l'idée, c'est que nous, on mutualise en fait pour l'ensemble des universités françaises cette expérimentation. Enfin, c'est même plus une expérimentation depuis 5 ans. C'est-à-dire que c'est financé essentiellement ce qu'on appelle les UNT, universités numériques thématiques. Donc, ça dépend du ministère de l'enseignement supérieur. Et donc, comme c'est un financement public, tous les contenus qu'on crée à partir de ce financement-là est librement accessible sur Internet. Voilà. Et pour donner une idée, on a entre 100 et 150 000 euros par an.